Hello, bonjour Cécile Bayard. Bonjour Laure Joutot. C'est la dernière interview de Dans les coulisses. Et c'est un peu particulier pour nous parce que du coup, on avait depuis le début prévu de faire cette dernière interview sur les coulisses des aventurières. Et les choses étant extrêmement bien faites, la dernière interview tombe à un mois de la fin de notre association parce qu'on a décidé début 2022 de retourner chacune dans nos aventures professionnelles séparément. Et donc, on va pouvoir faire cette interview pour non seulement partager, on va dire 18 mois pour faire vite, mais 18 mois de collaboration et aussi qu'est-ce qui fait qu'on décide de mettre un terme à cette forme de collaboration, en tout cas à l'association, et puis à retourner vers nos aventures respectives. Tu te présentes et puis après je me présente. Oui, OK. Alors je me présente. Heu, donc moi, actuellement toujours pour un mois, je suis directrice marketing et des programmes en ligne des aventurières et à côté de ça, j'ai un petit bout d'entreprise, sur Blog by Yourself et un autre petit bout d'entreprise sur la Cour des Petits, hem, donc où je fais, pour l'un, du formation et consulting, en marketing entrepreneuriat et pour l'autre c'est du blogging à l'ancienne, j'ai l'impression d'être une vieille du blogging. Alors que j'étais pas dans les premières, de, ouais, sur des activités pour les enfants, heu, des activités créatives pour les enfants de 0 à 10 ans et j'ai plein d'autres projets, mais je pense qu'on en parlera. Enfin plein d'idées en tout cas. Je pense qu'on en parlera et voilà. Sinon à la base, donc avant d'être entrepreneur, il y a fort longtemps, c'est-à-dire il y a 6 7 ans, j'ai été chargée de communication. Voilà, je la fais courte. À toi. Yes. Moi, je suis donc Laure. J'ai fondé Les Aventurières, il me semble, en 2015, mais j'ai un peu un doute sur la date de départ. Je ne suis pas très date et tout ça. Et donc, il y a 7 8 ans, j'ai fondé Les Aventurières, au départ comme un blog avec l'idée de développer une gamme de services sur la reconversion, sur le fait de trouver sa voie ou trouver. Je me souviens très bien que l'élan, c'était voilà, trouver quel est le trésor à l'intérieur, quoi. Ça a évolué petit à petit. Je me suis formée au coaching. Je suis tombée en amour de ce qu'on appelle le coaching, c'est-à-dire vraiment une posture pour aider l'autre à se révéler, que je n'avais pas au moment où je m'étais lancée. Et donc, du coup, aujourd'hui, je suis la fondatrice toujours et la présidente des aventurières. Et la façon qui définirait le mieux ce que je fais de mes journées, c'est je coach, je fais de la musique et j'écris. Voilà, c'est les trois choses que j'aime le plus dans ma vie. Mmh, Donc, du coup, voilà. OK et du coup, c'était quoi le rêve, la motivation quand tu t'es dit: «Je vais lancer ma boîte»? Euh, alors, c'est marrant parce que rêve et motivation, quand je me remets dans l'énergie de l'époque, c'est pas exactement ces mots-là qui me viennent. J'étais en bout de course. J'avais fait beaucoup de jobs. J'ai été diplômée assez tôt, donc j'ai commencé à bosser à 21 ans. Et au bout de, je sais plus, donc je sais plus à quelle date exactement j'ai fait les aventurières, mais je devais avoir 29 30 ans, quelque chose comme ça. J'avais déjà en 8 ans fait ouais, 5 ou 6 jobs différents. Et je me sentais vraiment en bout de course, en fait. Je me souviens de cette époque et je me sens en bout de course à ce moment-là. Je me sens épuisée, je me sens pas du tout nourrie par les différents jobs que j'ai faits. J'ai fini de rembourser mon prêt étudiant qui était une assez grosse charge financière pour moi. Donc, du coup, je me sens aussi plus libre d'imaginer autre chose. Je m'en étais pas rendu compte à l'époque, mais c'est clair que ça a joué. Et par contre, ça faisait quelques années que j'avais cette obsession sur mais c'est marrant, quand je rencontre des gens dans le monde du travail, y compris moi, hein, mais quand je rencontre des gens dans le monde du travail, ils font un truc, mais si tu vas manger avec eux et que tu prends le temps de les écouter, ils te parlent de choses qui leur mettent le feu et qu'ils adorent et qui sont souvent très, très différentes du job qu'ils sont en train de faire. Qui sont des passions, qui sont mais des trucs dont ils pourraient te parler des heures, alors qu'ils sont pas forcément à te parler des heures de ce qu'ils font au taf. Et je sentais, je pense vraiment instinctivement
cette énergie de quand la personne, elle parle et qu'elle est vraiment dans un truc, lumineux, simple, très naturel et tellement simple qu'en fait, c'est rarement identifié ou vu comme quelque chose de professionnel. Et j'avais vraiment envie, depuis le début, ça c'est marrant parce que c'est un truc qui a pas bougé, a pris beaucoup de formes différentes, mais le fond est vraiment toujours le même et c'est toujours le même aujourd'hui. Ce truc de dire: «Mais c'est pas possible en fait que je vois des humains, magnifiques et c'est comme s'il y avait des couches de gris par-dessus» et moi j'avais envie d'aider, et d'accompagner le fait d'enlever les couches de gris pour arriver à l'espèce d'humain, multicolore, léger, lumineux, heu et inspirant parce une personne peut te parler de n'importe quoi quand elle est à fond dans son truc. C'est ça qui est fascinant en fait, c'est cette énergie de quelqu'un qui est à un endroit où, les choses sont fluides pour lui ou pour elle, en fait. Et c'est ce truc-là que je chassais sans le savoir depuis le début. Donc le déclic était double, c'était: «J'en ai ras le cul, je ne veux pas faire un job salarié de plus». De toute façon, je ne sais même pas quoi choisir parce que j'avais toujours été, un peu chassée d'un job à l'autre, par mon job suivant. On venait me chercher ou j'avais toujours un job trouvé et là, j'avais rien. Donc j'ai monté un blog et je me suis dit: «Ah, yallah, on verra». Et toi? Alors moi, c'est clairement, plutôt que rêve, je dirais motivation et la motivation, c'était fuir le salariat donc c'était pas très en fait, donc moi, c'est pareil, j'ai commencé à travailler, tôt, bah, pareil, 21 ans. J'ai enchaîné les jobs de chargée de com, enfin enchaîné. Comme tout début, enfin, tu vois, tu trouves pas, ton CDI, le CDI de rêve, dès le premier job. Donc j'ai fait plusieurs, postes de chargée de com. C'était bah, quand c'était court, genre des CDD, c'était cool, et puis après, au bout d'un moment, c'était moins cool, je m'ennuyais, en fait. Une fois que j'avais fait le tour d'un poste, je m'ennuyais. Heu, je suis restée quand même assez longtemps dans mon dernier poste salarié. Qui était, parce que c'était assez sécure et qu'après, bah, j'avais d'autres projets perso qui étaient de faire des bébés. Donc c'était assez tranquille d'avoir un petit job tranquille dans une grosse administration, même si c'était, 8 heures grosso modo 8 heures d'ennui chaque jour, mais bon, les collègues étaient sympas et tout, mais voilà, en fait, disons que je ne me posais pas la question, j'avais tellement le modèle salarié comme seul modèle que je me posais pas la question, juste ma vie était ailleurs, comme pour beaucoup de monde, en fait. Et puis j'ai eu mes fils et j'ai pris un congé parental et là, c'était plus possible pour moi d'y retourner, en fait. C'était ce que j'avais vécu en congé parental et pourtant enfin, c'est pas chiant, c'est lourd parfois d'être avec, 2 bébés. Donc ils ont 22 mois d'écart, mes garçons et je veux dire, c'est pas un job de tout repos d'être, maman, à plein temps. Mais pour autant, je trouvais ça plus épanouissant. Je connaissais plein de monde qui disait: «Ouais, enfin, tu t'ennuies pas et tout». En fait, je m'ennuyais 10 fois moins avec mes 2 garçons, de moins de 3 ans que à mon boulot, en fait. Et c'était plus possible pour moi d'y retourner et de les laisser. Donc parce qu'on pouvait aussi financièrement, je suis restée en congé parental, ce qui m'a permis aussi de voir que financièrement, on pouvait s'en sortir sans mon salaire complet, parce qu'un congé parental, c'est 500 balles par mois. Et donc de m'ouvrir pareil cette opportunité de, ah mais en fait, il y avait moins la pression de: «Tu dois ramener, 2 000 balles, tous les mois», quoi. Et donc ça a ouvert ces 2 portes et donc je me suis dit: «Ben, je rêverais c'était vraiment ça au départ de, pouvoir gagner de l'argent en restant chez moi et j'ai exploré dans ma tête et enfin, sur le papier, toutes les pistes possibles de qu'est-ce que je pourrais faire en restant chez moi. Et un jour, j'ai lu un bouquin enfin, un e-book gratuit, c'était les débuts de l'infopreneuriat, sur être infopreneur, blogueur professionnel, tout ça. Et j'ai trouvé ça trop chouette, mais j'osais pas y croire. Enfin, il y avait un truc de non, mais c'est trop beau pour être vrai, ça serait tellement génial de faire ça. Mais, et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais faire rédactrice web, qui est un peu à côté. Enfin, j'ai commencé comme ça en suivant l'envie d'être indépendante. En fait, c'était vraiment ça qui me motivait, l'indépendance, mais sans aller tout de suite là où moi je kiffais, qui était de juste apprendre des choses et les transmettre. Moi, il y a vraiment ce truc-là qui est pour moi très fort, j'ai une nature quelque peu obsessionnelle. Donc je peux obsessionnaliser sur un sujet, enfin, j'ai eu un moment où c'était pas une obsession passion, hein. J'étais pas fan de référencement, mais j'ai lu,
Et je pense que je ne sais pas si je suis la seule blogueuse, mais avant de lancer mon blog, j'ai lu un pavé de chez Erol sur le référencement. Je ne suis pas sûre que tout le monde fasse ça. Et du coup, après, forcément, je connaissais plein de choses sur le référencement. Et dès qu'il y avait des questions dans des groupes de blogueurs et tout, j'avais envie d'y répondre. Donc, j'ai toujours eu ce truc qui m'animait quand j'ai lancé donc, mon premier projet, La Cour des Petits. C'était et pour tester le référencement et parce que qu'est-ce que je faisais de mon quotidien? Je faisais des activités avec mes enfants. Moi, je ne m'ennuyais pas et je rencontrais des mamans qui s'ennuyaient, qui ne savaient pas comment occuper leurs enfants. Et donc, je passais du temps à leur répondre en vrai dans des lieux d'accueil enfants-parents, à la médiathèque, partout où j'allais avec les mômes. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire un blog. Peut-être ça marchera. Bon, je ne vais pas compter que là-dessus parce que j'y crois moyen, mais peut-être ça marchera. Et donc, j'ai lancé ce blog. Et donc, en lançant le blog, je me suis intéressée au blogging et j'ai rencontré des blogueurs et blogueuses. Je répondais à plein de questions techniques sur comment se rendre visible. Et du coup, j'ai dit, mais je vais faire un deuxième blog sur comment on fait les clés du blogging efficace. J'avais appelé Blog by Yourself, le slogan d'ailleurs qui doit toujours être, je ne sais plus si j'ai changé ou pas, qui n'est plus forcément d'actualité, mais c'était comment on se rend visible et après, vu que finalement mon blog marchait bien, La Cour des Petits, comment on fait. Voilà. Donc, et c'est toujours ce truc-là qui, moi, m'anime, c'est un truc de rendre les gens indépendants et d'empouvoirment, en fait, de pouvoir donner les infos et les trucs, ce que j'ai appris moi, les transmettre pour que les gens puissent faire leur propre choix de manière éclairée et sans juste faire comme il faut, entre guillemets, ou faire comme on a dit ou comme le modèle général demande. Donc, voilà pour moi. Ok. Et c'est quoi les trucs non négociables dans ton business? Ce qui est non négociable pour moi, c'est ce truc autour de l'indépendance et de s'approprier les choses, en fait. Ça, c'est pas, je peux pas me résoudre à... Je sais que ça marcherait mieux en termes de marketing, de vendre une méthode clé en main. Ça c'est vendeur. Mais c'est pas possible pour moi. Ça, c'est un truc... ouais, enfin, c'est ce qui me vient là. Il y a plein d'autres trucs qui sont non négociables, genre les classiques, ne pas utiliser des techniques, pas manipuler les gens et tous ces trucs-là. Pourtant, je fais du marketing. Mais ça va de soi, en fait, pour moi. Mais par contre, il y a vraiment ce truc où je sens que parfois, ça peut être attirant de dire, voilà, il y a un truc qui marche, mais en fait, je sais que c'est pas valable pour tout le monde, qu'il n'y a aucune méthode qui marche pour tout le monde. Et donc ça, c'est pas négociable de vendre de vendre ou de montrer une méthode sans dire attention, ça peut ne pas fonctionner pour tout le monde. Et d'aller chercher ce qui marche en réalité. Ouais, je pense que c'est marrant, c'est pas exactement la même. En tout cas, je le formulerai pas exactement comme ça. Mais je vois que ce qui est non négociable pour moi, c'est vraiment de me respecter, en fait. Et c'est pas un truc que je me suis beaucoup reconnue. Je me suis, jusqu'à assez tard, jusqu'à assez récemment, vue beaucoup comme quelqu'un d'assez instable, qui changeait beaucoup de job, qui changeait de ville, qui changeait de mec, qui changeait de toute sa vie quand ça va pas ou quand c'est plus OK ou je sais pas quoi. Et il y avait un petit fond de culpabilité de mais la vie, c'est pas ça, tu vois? Genre, tu es censé, il y a un moment où, à cet âge-là, c'est marrant parce que je me disais ça à 20 ans, puis je me dis ça à 36 maintenant. À cet âge-là, tu es quand même censé, à un moment, savoir ce que tu veux et te poser dedans. Et c'est vraiment, relativement récemment que j'ai fait le switch, en partie d'ailleurs grâce à l'aide des associations, de voir mon histoire différemment. Et ça, je le dis pour tout le monde, parce que quand il y a un jugement sur soi, il y a toujours un truc à aller chercher parce que il n'y a rien à juger dans notre histoire. En fait, elle est exactement comme elle est. Et on a tellement une culture dans notre société de se dire, il faut que je regarde tous les trucs qui sont horribles chez moi pour les corriger ou pour les compenser, ou il faut que je regarde tout ce qui va mal. Il y a un peu ce réflexe de, on parle souvent de ça, le rouge sur la copie d'élèves. Alors, je sais que maintenant, ça a changé à l'école, ils font plus ça, ils ont des gommettes, des points, des écureuils, des je sais pas quoi. Et j'espère que du coup, ça permet d'avoir un regard aussi un peu différent sur son travail et qui on est.
Mais moi, j'étais très marquée par cette façon j'avais beaucoup adhéré à cette façon de regarder les choses et de regarder mon histoire en termes de trucs qui déconnent et qui pourraient être corrigés ou améliorés. Et récemment, ça a vraiment beaucoup shifté et je regarde ça et je me dis: «Mais en fait, j'ai beaucoup bougé». C'était hyper chouette plein de fois. Moi, j'adore bouger. M'installer dans une nouvelle ville que 15 jours plus tôt, quand je suis partie à Bruxelles, ça s'est fait en moins d'un mois. Quand je suis partie à Lyon, ça a été un peu plus long, mais j'ai cherché mon appart vraiment en un clin d'œil et j'ai dit oui très, très vite, pour un job. Quand je suis partie à Nantes, pareil, je me souviens très bien, je suis allée une fois à Nantes, je suis repartie et dans le train, je me suis dit: «Bon, bah, je vais habiter dans cette ville, hein» et il y a quelque chose de très, joyeux, en fait, de très simple là-dedans, si j'enlève toutes les couches de jugement qui s'étaient rajoutées et ce qui est non négociable pour moi, c'est que même quand je ne sais pas quelle forme ça va prendre ou à quoi ça pourrait ressembler, heu, je suis pas d'accord pour pas me respecter, en fait. Des fois, je le fais par accident parce que je remarque pas que je suis pas en train de me respecter. Des trucs qui se font un peu en tâche de fond ou voilà, on pourra en parler aussi sur l'association, par exemple, que ça a pris un an pour voir qu'il y avait des trucs qui, en fait, étaient au-delà de «on peut corriger» ou qu'on pensait ces trucs-là, que c'était vraiment, bah, pas plus juste, en tout cas. Mais ce qui est non négociable pour moi, c'est ça et c'est ce qui est non négociable aussi pour moi en tant que coach pour mes clients, c'est-à-dire, le sens dans lequel je travaille ma posture et le sens dans lequel je travaille mes accompagnements, c'est d'amener l'autre à se révéler au-delà des jugements et au-delà de l'histoire qui peut se raconter sur lui, mais surtout pas d'imposer ce que moi je pense ou ce que moi je pourrais penser être la bonne chose pour la personne. En fait, c'est pas moi qui peux savoir ça, c'est impossible et Mmh. c'est ce qui m'a fait faillir d'arrêter la boîte parce qu'au début, c'est la seule chose que je savais faire en fait comme tu disais, je savais que les modèles marchaient pas pour tout le monde, mais je savais surtout faire du consulting et comme j'étais quand même du côté, mindset et trouver sa voie avec du consulting, c'était un peu délicat avec des méthodes et des trucs d'exploration, mais j'avais une conscience que je faisais pas un truc de bourrin, mais j'avais quand même conscience qu'il y avait un truc qui allait pas et qui était pas dans cette ouverture très grande à qui est l'autre et à le laisser se révéler. J'avais trop d'avis sur certaines choses, et ça a été le moment où j'ai failli fermer la boîte parce que je sentais pareil un truc qui me respectait pas à l'intérieur et à ce moment-là, j'ai trouvé le coaching, en fait et là, ça a cliqué pour moi parce que c'était vraiment quelque chose qui correspond énormément à ce que je recherche et ce que j'ai envie de vivre avec mes clients, en fait. Donc c'est ça qui est non négociable et du coup, c'est ça qui fait d'ailleurs c'est marrant parce que je pense que nos 2 valeurs non négociables font que c'est OK de s'être associé et que c'est OK de se désassocier. On s'est associé parce qu'on était d'accord sur le fond. Mmh. On se désassocie parce que, au final, cette façon, d'être à 2, d'être 2 têtes pour un seul, bateau, en fait, parce que c'était pas OK non plus dans ma tête, de se dire: «Bon, ah, il y en a qu'une qui dirige et puis il y en a une qui est complètement subordonnée». Hiérarchiquement, c'est le cas, mais dans la réalité de comment on fonctionnait, on cherchait à être en accord et en consensus et finalement, bah, ça respecte pas ce qui est non négociable chez nous, en fait, de ce Ouais. que j'entends, là. Mmh. Oui, c'est vrai, c'est clair. Mmh. OK et du coup, quelle est la est-ce qu'il y a enfin, je me doute qu'il y a eu un fossé entre le rêve d'entrepreneur, enfin le rêve ou la motivation première Mmh. et la réalité, les choses auxquelles tu t'attendais pas en tant qu'entrepreneur? Ouais. Je pense que si tu me poses cette question à 10 moments différents d'une journée ou d'une semaine, je vais te répondre 10 trucs différents. Mais là, ce qui me vient dans la lignée de ce truc-là, c'est que, en fait, au début, quand j'ai monté ma boîte, j'en ai déjà parlé, mais souvent, je j'ai pas changé, tous les mécanismes et toutes les histoires et tous les jugements et tout ce que je me racontais sur moi, quand j'étais salariée. Donc je suis rentrée dans l'entrepreneuriat avec cette même charge au fond de moi, je suis quelqu'un d'instable, qui arrive pas à se poser, qui sait pas ce qu'elle veut, gna 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 gna. Donc j'avais beaucoup, beaucoup de mal à m'écouter et donc mes premières années d'entrepreneuriat ont été pas mal des montagnes russes. C'était assez cool parce que j'ai commencé à gagner j'aimais beaucoup, beaucoup écrire, et j'aime toujours énormément écrire les love notes. Une des parties que je préfère de mon taf, c'est écrire et coacher. De toute façon, c'est toujours la même chose, hein.
Donc j'adorais écrire les love notes, j'adorais voir que c'était un peu fou pour moi de me dire: «Ah putain, mais j'écris et il y a genre, 500 personnes qui reçoivent ce que j'écris, puis un jour il y a 1000 personnes qui reçoivent ce que j'écris, mais c'est incroyable! Enfin, il y a 1000 personnes qui ont lu un truc que j'ai écrit, waouh!» Donc ça, c'était très cool. J'aimais bien aussi avoir mon rythme parce que je me suis assez rapidement, redécalée et moi je suis plutôt, on en parlait avant d'enregistrer, couche tard, lève tard et donc du coup, quand je suis laissée à mes propres, mon propre rythme, je me décale très vite vers la nuit, que j'ai fait et puis ça se rééquilibre de temps en temps parce que ça devient pas des journées inversées, mais ça je faisais beaucoup de grasse mat, j'allais bosser très tard dans mon coworking, c'était très, très bien, j'étais très contente, mais une petite pointe de culpabilité et en fait, pendant les 3 premières années, je dirais, du business, ça a été comme ça. Il y avait très régulièrement un truc d'insatisfaction qui revenait et qui me disait: «Putain, mais c'est pas exactement ça, mais c'est pas encore ça» et c'était un peu indescriptible parce que je gagnais quand même, ma vie, dès que j'ai plus le chômage, mes revenus d'entreprise, ont pris le relais, pas à 100 de mes revenus, mais en tout cas ont pris le relais de me permettre de continuer à mon entreprise et de vivre avec ça. Hem et puis quand même ce petit goût de: «Mais c'est pas ça» et j'arrêtais pas je cherchais une forme en fait, je cherchais un faire. Je me disais: «Peut-être qu'en fait j'ai vraiment envie d'être autrice et pas, accompagnante et que j'accompagne par dépit». Et donc du coup, j'ai essayé à un moment de me dire: «Bah, je vais écrire des romans, je vais écrire des livres», puis ça marchait pas non plus. Puis j'étais un peu en mode: «Ah mon Dieu, mais genre, c'est pas mon plan B, c'est mon plan Z», tu vois? Je veux dire, j'ai déjà tout essayé, alors, du coup là, il y a plus de lettres de l'alphabet disponibles. Et à un moment, je me souviens vraiment, j'ai eu un alors là, le truc, grâce à l'entreprise que j'avais, je pouvais me payer des formations et des trucs trop cool et à ce moment-là, comme je voulais explorer l'écriture, je m'étais payé une formation à Hawaï, Je me souviens. normal. Bah, une petite formation d'écriture à Hawaï, voilà, allons-y. Allez. Donc j'y suis allée, sachant qu'à l'époque, j'étais encore claustro et que je flippais de ouf de prendre l'avion jusqu'à la dernière minute. Je me suis dit: «Comment je vais faire pour tenir 15 heures dans un putain d'avion? Ça va être horrible». Hem et du coup, il y avait ça aussi, j'avais encore des crises d'angoisse et tout ça que j'avais pendant le salariat. Je me disais: «Quand même, c'est bizarre, il y a un truc qui va pas», mais j'avais pas du tout la capacité d'écoute, j'avais pas assez déposé les armes, en fait. C'est comme s'il y avait encore quelque chose à l'intérieur de moi qui était OK pour lutter. Heu et pour avoir peur de moi-même et pour se dire: «Non, non, 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 attends, je peux pas écouter à l'intérieur parce que je vais découvrir que je suis schizophrène, paranoïaque, tarée Mmh. au 63e degré et donc il faut pas ouvrir la boîte de Pandore, quoi». Donc tant que j'étais dans cet état d'esprit-là, forcément, je continuais à vivre, à peu près les mêmes hauts et bas, mais dans un contexte différent que celui du salariat et donc à Hawaï, ce qui s'est passé, c'est pas du tout que j'ai eu une révélation d'écriture, c'est pas du tout que, j'ai trouvé ça, c'était très, très cool de se payer ça, mais c'était enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais avec le recul, ça aurait pu être à Cholet, ça aurait été la même chose, quoi. Tu aurais eu un moins joli tatouage. Moins joli tatouage et j'aurais pas affronté ma peur de me taper, 15 heures d'avion. Voilà. Mais bon, voilà, Cholet, Hawaï, même combat. J'aurais pas mangé des pancakes incroyables. Bref, arrêtons cette, parenthèse. Ce qui s'est passé à Hawaï, c'est que j'ai pas trouvé ce que je cherchais, c'est-à-dire une espèce de révélation de: «Ah oui, c'est ça ma place» et cetera, machin et donc en rentrant, j'étais assez désespérée. Financièrement, ça commençait à se serrer parce que du coup, quand je sais que je suis pas au bon endroit, c'est très, 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 très compliqué pour moi de je peux pas fake it till you make it, tu vois? Ça Mmh. n'existe pas dans mon monde, c'est impossible et donc du coup, je suis rentrée et j'ai déposé les armes, en fait. J'ai vraiment à ce moment-là, c'est le moment où j'étais prête, vraiment, à dire: «Eh beh, je sais pas ce que c'est, mais en fait, il va falloir ouvrir la boîte, quoi». Mmh. Et j'ai rencontré Flora, donc Flora Douville, ma meilleure pote, qui m'a présenté son coach, qui, à la première séance, m'a engueulée en me disant, «Bah, là, si tu ouvres pas plus que ça, on va, genre, rien pouvoir faire, en fait». Et j'ai senti ce truc, en fait, c'était très étrange. À l'intérieur, j'ai vraiment senti je savais pas trop de quoi il parlait, c'était un peu nébuleux, genre: «Quel bouquet? Qu'est-ce que je dois ouvrir?» J'ai l'impression d'être sincère et tout. Mais il y a vraiment un truc à l'intérieur où j'ai dit: «Bah, OK». Et j'ai senti je me souviens très bien de cette sensation, je me souviens où j'étais, comme s'il y avait une porte et que ça faisait clic. Ah et j'ai ouvert cette porte vers moi-même, en fait. Et à partir de là, complètement tout a changé. Je pense que
Dernière crise d'angoisse, ça a été 2 3 mois, même pas, je sais même pas si j'en ai refait une après ça. Je crois peut-être pas, en tout cas, je me souviens très bien que 2 3 mois plus tard, je me suis rendu compte que j'en faisais plus et j'étais là: «Ah! Ah bah, c'est fini ça. Ah d'accord, très bien». Heu, j'avais des moments de déprime qui pouvaient être assez intenses, courts mais assez intenses. Au bout de 6 mois d'avoir ouvert la porte, vers moi-même, j'en ai plus eu. Ou quand j'en ai eu, ils étaient regardés, tellement différemment que c'était même plus la même réalité ou la même chose. Tout a changé en fait et du coup, j'ai arrêté petit à petit, mais à partir de ce moment-là, j'ai vraiment arrêté de chercher, mon truc, machin. J'ai encore continué à me dire: «Attends, c'est quoi mon truc, ma ligne éditoriale ou machin, quel coach je suis?» et tout ça, parce qu'il y avait des reliquats de l'époque, mais c'est comme si c'était plus vraiment, c'était des trucs qui étaient déjà en train de passer, quoi. Et à partir de là, bah, j'ai l'impression d'avoir vraiment commencé mon chemin d'entrepreneur et un truc, qui était capable de s'écouter à l'intérieur et j'ai expérimenté beaucoup de choses, j'ai pris beaucoup plus de risques à partir de là aussi Mmh. et il y a ce truc petit à petit qui s'est posé de, aujourd'hui, à chaque fois je reviens à ça et je me dis: «Mais c'est tellement simple». La forme que ça prend aujourd'hui, c'est ça. Ça pourrait être une autre forme à un autre moment, mais c'est, je coach, j'écris, je fais de la musique, en fait et c'est d'une tellement grande simplicité que plus ça va au fur et à mesure des années et plus j'enlève toutes les couches de n'importe quoi qu'il y avait dessus. Plus j'enlève mes propres couches de gris pour aller vers le multicolore léger et lumineux et plus j'ai envie d'accompagner mes clients à faire ça, plus je peux le faire bien aussi parce que du coup, je l'ai fait pour moi. Je le fais pour moi toujours et il y a vraiment un truc de ce à quoi je m'attendais pas dans l'entrepreneuriat, c'était que quelque part, j'avais un espoir au début de pouvoir trouver dans l'entrepreneuriat, de la liberté dans les apparences, en fait, dans la forme. Je n'ai plus besoin de me lever, j'ai plus de patron, j'ai plus de PowerPoint, j'ai plus de réunions chiantes, je fais ce que je veux, donc je suis libre. Mais la seule vraie liberté, c'était celle d'ouvrir la porte à l'intérieur et ça m'a demandé encore 3 ans, peut-être 2 ans, j'ai toujours un peu un doute avec mes dates, mais 2 ou 3 ans en tout cas d'entrepreneuriat, jusqu'à vraiment déposer les armes de: «Bah non, en fait, c'est juste pas possible d'essayer de devenir quelqu'un, que ça soit à travers un salariat ou à travers une entreprise». Maintenant, c'est soit tu vas à la découverte de qui tu es et soit tu vas continuer et j'avais fait des trucs de coaching avant. J'avais rempli des tableaux de mes valeurs, de, de questions d'introspection, de je sais pas quoi. Rien va remplacer ouais, la décision et ce moment où tu te dis: «Mais en fait, ça ne marche pas d'aller me chercher un endroit où me mettre ou d'aller chercher quelque chose d'extérieur pour me définir, mais pour me protéger en même temps, quoi». Ouais, Et carrément. du coup, voilà. Ça me parle vachement. C'est pas tout à fait le même vécu, mais il y a les mêmes choses. Par contre, ce que je retiens aussi, c'est que, enfin, je veux juste souligner parce que, enfin, juste pour les personnes qui nous écoutent, c'est noter que ça prend du temps. C'est pas, enfin, la décision, elle se pose, mais des fois, elle se pose pas avec la tête, en vrai. La décision, Mmh. c'est de l'intérieur et ça prend du temps après. C'est pas parce qu'on a posé la décision que, bah, tout est réglé et il y a aussi ce truc, en tout cas, que je vois et qui était, aussi dans ce qu'on a dit tout à l'heure il y a quand même une histoire, je trouve, en tout cas, je vais parler pour moi je sens un peu la même chose, mais je sens que c'est beaucoup plus simple aussi, non seulement parce qu'il y a du temps d'expérience et tout ça, mais c'est aussi plus simple. Je sais ces découvertes-là, j'aurais pas pu les faire au tout début parce qu'il y avait pas la sérénité c'est pas même pas une histoire de sérénité financière, c'est de savoir maintenant que je l'ai fait, que j'ai lancé une boîte, j'ai vu que j'arrivais à être entrepreneur, financièrement, que ça pouvait rouler. Je sais que je sais faire et du coup, comme on disait tout à l'heure avec l'histoire du prêt et tout, il y a aussi une certaine sérénité à je peux prendre des risques parce que de toute façon, l'expérience m'a appris que je savais rebondir et et avoir du coup les conditions matérielles. Enfin, moi, je sens vraiment ce truc-là qui est beaucoup plus posé et qui me permet aussi de lâcher plus la barre, quoi. Parce que Ah ouais, je moi, sais c'est pas le cas. l'expérience ouais, il y a ce truc-là. Après, j'ai une grosse peur, pour en reparler. Moi, il y avait un gros truc qui me tenait, c'était, la peur de manquer, quoi, la peur de manquer de thunes et du coup, qui a été et bloquante et parfois aidante. Donc, je l'ai appelée Raymonde et je ne lui ai pas encore dit adieu. Parce que je trouve que parfois elle me rend service. Mais par contre, je la sors du placard que quand il y a besoin.
Et toi, du coup, c'est pareil, le truc, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui là de, décalage Bah, entre rêve et réalité? en fait, si je me replonge là, comme j'étais, en fait, j'avais vraiment ce truc de mais bah, qu'on nous fait miroiter, qu'on nous fait rêver de: «Tu es entrepreneur, tu es libre, tu fais ce que tu veux de ton emploi du temps». Alors déjà, quand tu as des enfants qui sont scolarisés, c'est pas vrai, tu fais pas ce que tu veux de ton emploi du temps de toute façon. Mais il y avait vraiment ce truc, ouais, de, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de liberté, que je trouverais la liberté et que je découvrirais ma mission de vie, de pourquoi je suis faite. Et en fait, j'ai découvert que c'est pas, choisir l'entrepreneuriat qui te fait découvrir ta mission de vie, ni, être plus libre, c'est vraiment dans ta tête, en fait. Enfin, c'est sûr que si tu es salarié, tu as plus de contraintes imposées par l'extérieur, mais ce que j'ai pu voir, c'est que je me filais plus de contraintes en tant qu'entrepreneur, en termes d'emploi du temps, de productivité, de tout ce que tu veux dans le concret. J'étais beaucoup plus chiante que mes anciens boss, en fait. Donc la liberté, elle était pas, dans la réalité, j'aurais pu faire des grasses mat, mais j'en ai jamais fait. Enfin, la preuve que ça venait pas de l'extérieur, en fait. Donc, c'est vraiment les 2 trucs qui pour moi, voilà, le rêve, c'était être entrepreneur, ça va résoudre mes 2 grands, grosses problématiques qui sont, je me sens pas assez libre et je sais toujours pas ce que je veux faire quand je serai grande. Et en vrai, c'était pas l'entrepreneuriat a été l'occasion d'aller explorer ça et d'aller me découvrir. Mmh. Mais ça ne règle pas le truc, le fait de plus avoir de patron, ça règle rien du tout, en fait. Heu, Mmh. donc je pense que moi, franchement, j'étais pire. Je suis insupportable comme patron de moi-même. Je pense que si j'avais des salariés, je serais pas chiante avec eux, tu vois? J'en sais rien, peut-être, mais je pense pas. Mais avec moi, j'avais un tel niveau d'exigence et de faut que ce soit parfait et il faut bosser toutes les croyances, en fait, qui faisaient que je me sentais pas libre, elles étaient toujours là le lendemain, en fait, c'est pas parce que je toutes les peurs et toutes les croyances étaient toujours là et donc c'est d'avoir travaillé sur moi-même, d'avoir vu qu'il y avait ces peurs et ces croyances et d'avoir choisi comme je disais, en fait, il y a un truc vraiment où aussi j'ai découvert que, bah, ouais, on n'est pas obligé de tu vois, on a envie de dégager ses peurs et en fait, moi, je vois aussi parfois certaines peurs, certains mécanismes ont rendu service et je décide de m'en servir comme outil, mais ils sont à ma disposition et pas l'inverse. Du coup, c'est plus vraiment une peur, mais je sais pas comment dire, mais c'est des outils, c'est devenu des outils et il y a d'autres trucs qui sont complètement, qui sont «à jeter» entre guillemets, mais en tout cas, c'est pas des Mmh. ennemis à dégager à tout prix, quoi. Et voilà. Mais du coup, je pense que c'est à peu près la même chose que pour toi finalement. C'était, «Ah et l'entrepreneuriat, ça va tout c'est le statut de rêve qui va tout régler». Ça. Sachant que moi, je faisais des grasses mat aussi quand j'avais des patrons. Quand tu dis ça, j'ai rigolé parce que je me suis dit: «Ah, j'étais un peu une raclure d'employé quand même». Des fois, j'inventais des rendez-vous. J'étais là: «Ah, demain matin, j'ai rendez-vous avec des journalistes, Ouais, mais d'un c'est parce média» que tu es et pas dans le hop. même genre d'entreprise. C'est-à-dire que moi, j'étais dans une grosse administration où même en tant que cadre, je devais badger, où tu pouvais pas arriver après, 9h30 parce que 9h32, tu étais en erreur grave sur ta badgeuse mais par contre, je faisais mon boulot de 9h30 à 10h30 et de 10h30 jusqu'à l'heure où j'avais le droit de sortir le soir, bah, j'ai fait, mes invitations à mon mariage quand je me suis mariée. Enfin, je vivais ma vie, je ramenais du boulot perso au boulot parce que pour pas m'ennuyer donc c'était Oui, finalement, c'était pas le j'avais même une genre forme de de taf. liberté aussi. J'avais plus de temps libre, si tant est que je pouvais le faire discrètement sur un ordinateur, que quand j'étais entrepreneur où, j'étais à fond à: «Putain, il faut lancer la boîte, ça prend du temps, ça prend du boulot, quoi». Mmh. Donc tout est Oui, relatif. ça, on sous-estime aussi beaucoup le en fait, il y a une partie de cerveau qui n'a pas besoin d'être utilisée quand on est salarié sur, ces critères, enfin, ça dépend des postes évidemment, mais sur ces critères de succès ou son cadre. Il y a quand même une partie du cadre qui est de facto fixée par, l'entreprise, la culture de l'entreprise, la façon dont on travaille qui va être très différente d'un endroit à l'autre. Mmh. Moi, j'ai déjà été dans des endroits où on badgeait aussi très brièvement, mais on badgeait les uns pour les autres, donc c'était parfois tu revenais de la cantine avec 16 badges, genre pip, 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 pip. Et tout le monde était encore au café, tu sais, il y en avait un qui se sacrifiait à la courte paille, genre: «Merde, c'est moi qui vais badger». Finalement, mes collègues C'est étaient marrant pas parce si que sympas que ça. Je me bah, écoute, tu pas bossé au bon endroit. Mais j'ai travaillé dans des trucs très atypiques, c'est marrant parce que c'est pareil dans sa on attire quand même, on va, comme par hasard dans des endroits où quand même, soit c'est ultra, ultra, à l'inverse de qui on est et du coup, c'est juste ça nous permet de se dire: «Bah, ça c'est pas possible en fait».
soit quelque part, Ah ouais, c'est clair. il y a les angles sont suffisamment arrondis, comme toi, tu avais du temps pour faire tes autres trucs. Ouais, Moi, j'avais des collègues hyper cool et des gens un peu fous autour de moi et du coup, c'est un piège aussi parce que ça maintenait suffisamment de c'était médiocrement intéressant, mais c'était OK parce que les gens étaient trop cool, parce que certaines missions étaient cool, parce que c'était prestigieux des fois. Moi, j'avais un truc avec le prestige, voilà. ouais, c'est ça. Moi, j'avais Et la ouais, c'était sécurité et du temps libre en réalité. mmh, Et c'était 2 gros besoins. Enfin, moi qui avais toujours plein de projets, plein d'idées, je pouvais les faire, en tout cas toute la partie informatisée, parce que j'aimais bien créer des trucs aussi. Enfin, je me souviens avoir fait mes faire-part, du montage, des petits dessins et tout pour nos faire-part de mariage. J'aurais jamais pu, si j'avais eu un job où je bossais, réellement, les 35 heures sur 35, j'aurais jamais eu le temps de préparer mon mariage comme je l'ai fait, où j'ai tout fait moi-même, par exemple. Mais, mmh, parce que j'ai beaucoup bossé du bureau, et j'avais ce gros besoin de sécurité parce qu'une grosse peur de manquer. Et je bossais dans l'administration. Enfin, je veux dire, à part tuer ton boss et encore, je suis pas sûre que tu te fasses virer, quoi. Donc mmh, il y avait un truc de ce qui m'empêchait pas de faire mon boulot sérieusement, c'est juste que j'avais pas assez de boulot pour m'occuper. Mais je bossais sérieusement, mais il y avait j'étais enfin, je savais et d'ailleurs, c'est un truc qui me gavait, en fait, en tant que manager surtout, que, enfin, tu aucun les éléments qui travaillent vachement bien dans ton équipe, comme les éléments qui foutent rien et ben, tu peux rien faire ni dans un pour «récompenser» entre guillemets les uns ou pour, il y a rien qui pour motiver en fait en interne. Donc c'est mmh. démotivant. Le système en soi est démotivant, mais tu as la sécurité et des tickets restaurants. C'est quand même Et moi, je crois que je voulais un truc, je cherchais toujours des jobs un peu, prestigieux, ça pouvait rentrer en compte, mais franchement, j'ai pas travaillé dans un truc si prestigieux que ça, à part un job et je cherchais des trucs, ouais, bizarres, en fait. C'est bizarre, intriguant, mmh, un truc un peu, je sais pas, il y a comme un goût d'inattendu et de bizarre que je cherchais et des gens un peu fous, un peu étranges. Du coup, je travaille avec des gens vraiment, fous. Enfin, au travail, c'était insupportable. Mais je vois qu'il y avait cette recherche-là, bah, ouais, d'un truc que je j'assumais pas pleinement, chez moi, mais il y avait ce truc de, «Ah, j'ai envie que ça soit un peu fou, un peu innovant, d'originalité. un peu original, un peu» voilà. Mmh. Ouais, c'est drôle et donc du coup, quel a été le déclic pour, passer de ce statut solo à une association? Une assos. Moi, vraiment, il y avait un truc alors, est-ce que je vais le faire avec le recul, parce que, du Mmh. coup, il y a des choses dont je ne me rendais pas compte à l'époque. Il y avait, à l'époque, j'étais fatiguée on était post-confinement, je me sentais très seule et j'avais bossé de ouf pour que mon business soit le plus automatisé possible, en fait. Pour faire un truc hyper huilé, j'avais bossé avec un consultant pour mettre en place des tunnels de vente, enfin des publicités Facebook pour capturer, faire des lancements régulièrement et puis des tunnels entre 2, enfin un truc tout bien huilé comme il faut sur le papier, qui peut me correspondre vu mon profil et comment je marche, parce que je suis très structurée et bah, je pense qu'il y a un truc de structuré, introverti en fait, pour qui ça peut bien marcher, ce côté, faire venir des gens de manière passive et en même temps j'adore faire des lives, donc faire, 4 lancements par an avec un challenge et tout, c'était un truc qui me convenait bien. Mais mettre tout ça en place, ça m'avait vachement fatiguée, et je sentais que j'avais plus envie de travailler toute seule et je voyais aussi que le consulting avait ses limites et à quel point le coaching, moi, ça m'avait aidée et à quel point les clientes que j'accompagnais et qui réussissaient entre guillemets «le mieux» par rapport à à ce que c'est la réussite pour elles et pas forcément une réussite sur le papier, c'était celles qui étaient coachées généralement chez les aventurières. Heu, Parce que comme on communiquait beaucoup quand même ensemble. Enfin, il y avait beaucoup déjà de porosité entre nos communautés et du coup, on avait des clientes en commun et je voyais que c'était celles-ci pour qui ça marchait le mieux et du coup, j'en étais à me demander, ben, voilà, pour plus travailler seule et et pour pouvoir amener le coaching à mes clientes, ça serait cool que je travaille avec une coach. Mais voilà, j'en étais juste là dans ma réflexion et je vois aussi avec le recul qu'il y avait
un ras-le-bol, une envie de changement, en fait. Un ras-le-bol de là où c'était et ouais, envie de changer, d'explorer autre chose, un peu de j'ai fait le tour de Blog by Yourself, quoi, tel qu'il existait, en fait. Mais ça, je le voyais pas à l'époque parce que j'étais arrivée au truc, cool, rêvé, tu vois? «Ah, c'est bon, maintenant les tunnels, ça tout est censé tourner» et ça marchait. Enfin, financièrement, ça marchait. Il manquait quelque chose, en fait. Et voilà et donc j'en étais là dans mon dans Ouais, mon moi, pareil, si je peux faire sans recul et avec recul. Sans recul, à l'époque, j'avais une équipe de coachs qui bossait avec les aventurières. Il y avait un truc qui J'avais l'impression qu'il y avait un truc qui tournait pas. En fait, ça me demandait beaucoup d'efforts de permettre aux coachs d'avoir, du boulot. Je savais que c'était pas ma responsabilité parce que ça restait des freelances et tout, mais quand même, il y avait ce truc de: «Oui, mais je suis en train de développer ma boîte dans cette direction-là, avec une équipe de coach» et il y avait en fait, avec le recul, quand même beaucoup, beaucoup de trucs qui m'indiquaient que ça frottait très fort, mais voilà, dans cette phase-là, j'étais très prise par un discours et j'avais beaucoup aussi adhéré à un truc, d'ambition, d'une certaine forme d'ambition professionnelle, qui était la croissance. Et du coup, il y avait vraiment, oui, j'ai une équipe, du coup, le but, c'est de grandir, d'avoir plein de clients pour, que cette équipe, elle puisse marcher et puis moi, de pouvoir, me dégager du temps en même temps pour la musique qui était en train de prendre de plus en plus, à ce moment-là d'importance pour moi. Et ce que j'aimais pas faire ou ce que je voyais ce que j'imaginais qui était nécessaire et que je pensais qu'il fallait faire pour faire grandir cette entreprise, c'était la partie que toi, tu maîtrisais, à la perfection dans ta boîte, c'est-à-dire, la structure, les tunnels de vente, faire des choses, qui puissent être automatiques, avoir un parcours pour les clients qui fasse du sens, en fait, qui puisse arriver et que ça soit pas juste, ce qui avait été le cas jusqu'à maintenant. Les gens nous trouvent par bouche à oreille, ils s'inscrivent au Love Note ou au groupe Facebook. À cet endroit-là, ils rencontrent une communauté et du coup, moi, les contenus que j'écrivais et ça fait des chocs à pic, en fait. C'est-à-dire au bout d'un moment, s'ils adhèrent, ils deviennent clients, s'ils adhèrent pas, ils s'en vont et c'est très, très, très simple, en fait. Mais c'était tellement simple, ça ne pouvait pas être aussi simple. Bien sûr, il fallait forcément que ce soit beaucoup plus compliqué et faire des tunnels et des machins et des trucs et du coup, ça correspondait à ce moment-là, en fait. Je me sentais assez seule, je pense aussi, par rapport au poids que je m'étais mis sur les épaules de faire tourner une équipe. Je voyais que pour faire tourner une équipe, il aurait fallu avoir, une méthodo, une pédagogie, quelque chose que j'arrivais pas bien à nommer, mais que je sentais pas du tout prêt à émerger chez moi, voire, peut-être jamais, en fait. Mais je me disais: «Oui, qu'est-ce qui fait que c'est des coachs, des aventurières plutôt que juste des bons coachs de nulle part ailleurs?» Et si je suis honnête, j'avais besoin vraiment de passer rapidement sur cette question pour pas voir que c'était plein de contradictions et que j'avais juste pris des coachs que je trouvais qui coachaient bien, mais c'était pas des coachs des aventurières. Il y avait un peu une culture commune parce qu'on s'entendait bien, mais c'est pas suffisant pour moi. Enfin bref. Du coup, j'étais un peu dans ce délire de ouais, faire grandir cette entreprise, avoir des revenus aussi qui soient pas dépendants du temps, ni du mien, ni de celui de l'équipe. Et quand j'en ai parlé, en fait, ça a émergé assez naturellement que toi, tu cherchais quelqu'un pour justement amener du coaching dans ton entreprise, de la nouveauté aussi dans la façon de travailler et du coup une envie commune de se tester en collaboration, quoi. On a fait pendant quelques mois et puis après on a décidé de s'associer et voilà, avec le recul, je vois qu'on était toutes les 2 dans quelque chose qu'on voulait voir, qu'on voulait atteindre, qui nous masquait que dès le début, il y avait, ça demandait, enfin bon, ça demande toujours beaucoup d'efforts à une association, je pense, mais c'était posé sur, en tout cas chez moi, c'était clairement posé sur: «Il me manque quelque chose». À nouveau ce truc qui revenait, il me manque quelque chose, il me manque la structure, il me manque la vision, avec des rétro-planning et des choses qui peuvent être mises en place. Ma façon de fonctionner, elle est beaucoup trop, spontanée et du coup imprévisible. C'est pas OK, ça peut pas marcher comme ça. En dépit du fait que ça fait 5 ans que ça marchait comme ça. Ça peut pas marcher comme ça. Donc, je vais chercher ce qui me manque et en plus sur le papier stratégiquement, ça a l'air tellement logique.
je vais chercher ces compétences qui me manquent chez quelqu'un d'autre qui les a et qui en plus est trop cool et avec qui j'ai du plaisir à travailler, bim bam boum, ça va faire des chocs à pic, quoi. C'est clair. Oui, c'est ça. Moi aussi, il y avait j'étais très dans l'idée de croissance parce que c'était le modèle. Il y a un truc de la croissance pour la croissance, alors qu'en fait, et surtout ce que j'ai découvert, ça peut être un peu le fossé entre la réalité et le rêve. Pour revenir à ça, ce que j'ai découvert, c'est que tu peux faire 2 fois plus de CA et te payer à peine 100 balles de plus par mois, en fait. Parce que pour faire 2 fois plus de CA, il faut engager tellement de frais en que ce soit payer des gens, des outils, de la pub, des formations aussi, enfin des choses qu'au final, ça veut rien dire. Enfin, du coup, tu dis, bah, 2 fois plus de CA, pourquoi? Alors, si tu kiffes faire les trucs, c'est cool, mais si en plus, c'est faire des choses qui t'emmerdent, enfin, c'est pas cohérent. Mais du coup, oui, il y avait ce côté, bah, ça va être encore plus de croissance. Ce côté, aussi pour moi, je suis pas suffisante. Moi, c'est pas alors je suis structurée, c'est cool la structure, mais par contre, je vais pas assez en profondeur parce que je fais pas de coaching et parce que, je sais pas, il y a un truc très, ouais, du coup, je trouve que c'est superficiel le consulting. C'est des trucs, des astuces, c'est passer des informations et ça reste en surface, c'est trop superficiel. Il y avait un truc de il manque quelque chose et du coup, oui, c'était hyper, moi qui suis très, rationnelle, c'était stratégiquement, rationnellement hyper cohérent. Surtout que, ouais, j'avais trop envie de bosser avec toi, quoi. Donc, il y avait aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. Aucune. Mais hier, j'en parlais avec une copine sur internet et je lui disais, on a failli planter cette boîte par cohérence et stratégie, tu vois? Ouais, c'est ça. Ah, on l'aurait plantée, mais vraiment d'une façon extrêmement cohérente et stratégique. C'est clair, c'est clair. Ben ouais. Ouais, parce que, en fait, avec le recul, je me dis: «Bah oui, c'est normal que ça, en fait, on est hyper complémentaires sur nos façons de travailler et bah, surtout, en fait, sur la façon dont on perçoit les choses, sur la façon dont on prend des décisions, dont on relationne et tout. On est très complémentaires et oui, c'est une richesse. En même temps, moi, j'ai vraiment cette impression, avec le recul, que, que ça puisait dans nos énergies en se suradaptant, en tout cas en voulant s'adapter à l'autre. Peut-être aussi parce qu'au départ, enfin, ce que tu disais tout à l'heure, on n'a pas, et c'était, choisi, ça c'est pas un truc qui s'est fait inconsciemment. C'était choisi on co-dirige entre guillemets, en tout cas on co-lead ce bateau. Mais, moi, il y a des moments où j'avais très envie de, bah, OK, je suis venue faire de la structure, on va faire un plan, structuré et en fait ça fonctionnait pas parce que il y avait pas, et du coup maintenant tu arrêtes avec tu arrêtes, on va faire un truc structuré, tu te retiens pendant 6 mois d'avoir une nouvelle idée s'il te plaît. Ça ne marche pas. Donc, Ça marche pas pendant 6 heures. c'est ça. Mais du coup, il y a de ça, ouais. Donc ce qui a été hyper chouette, c'est qu'on savait qu'on fonctionnait, très différemment et du coup, ce que ça voulait dire pour chacune et on avait, ce sorte de pacte relationnel de on se le dit quand selon ce qu'on a besoin ou ce qui nous gêne. Enfin, moi de dire par exemple que, bah, là, OK, mais j'ai besoin de temps pour digérer les infos et je peux pas te donner mon avis, de répondre à la question tout de suite, et hem et toi de me dire, «Ce n'est pas la peine de compter que j'aille sur Asana», par exemple. Oui, c'est vrai qu'on a encore ce truc. Non, j'ai arrêté de le remplir. Mais voilà, donc ça a été du coup hyper, en fait, vraiment, parce que je parle pour moi, j'ai pas senti de friction dans la relation du tout, parce qu'on a vraiment privilégié la relation avant tout, en fait. Mmh. Et et c'est sûrement pour ça qu'on n'a aucun regret et que ça se passe bien la désassociation, en réalité. Mais par contre, il y avait de la friction dans le respect de nos fonctionnements, chacune de notre côté, probablement. Et ce qui fait que et il y a vraiment, moi, je vois vraiment cette impression on s'entend bien, on a vraiment envie de faire avancer le véhicule, mais bah, il y en a une qui dit: «Bah, faudrait peut-être que je pense vraiment, il faut aller à droite» et du coup, tu fais: «Bah, OK». Puis au bout d'un moment: «Non, mais en fait, à gauche, c'était mieux». Bah, OK et en fait, du coup, ça n'avance pas vraiment parce qu'on était 2 à l'idée, mais dans des directions, si on se respectait, c'était des directions différentes, en fait.
en Ouais. ayant les mêmes valeurs, mais façon de faire différente. Ouais, je pense que ça, c'est vraiment le truc, comme tu dis, on a vachement privilégié la relation et l'honnêteté et en fait, du coup, ça a été j'ai eu un petit peu de culpabilité parce que du coup, c'est moi qui ai dit: «Bah, je veux qu'on se désassocie». J'ai eu un petit peu de culpabilité et j'ai senti que dans cette première conversation, j'ai essayé un peu de te vendre le truc, genre: «Je te le justifie parce que tu vois, il y a ça et ça et ça et tout» et et ça aussi, j'en parlais, je sais plus avec qui, en disant: «Mais j'ai vraiment énormément d'admiration et de respect pour toi parce que il y avait 10 000 façons de prendre ce truc de travers ou de se dire: "Bah, putain, tu vois, c'est toi qui es venu de ta boîte vers la mienne". 1 an plus tard, je te dis: "Bah, ça marche pas pour moi, on arrête". Il y a 10 000 façons de mettre son ego sur la table et de dire, «Bah, tu te fous de ma gueule, en fait, genre, dans ce cas, ça va pas se passer comme ça, quoi». Ah bah, super! C'est Et ouais, je pense qu'il y avait vraiment on avait pris soin de cette relation, mais aussi, bah, on a toutes les 2, je pense, bossé sur nous dans le sens de dire: «Bon, OK, il y a la réaction émotionnelle que je peux avoir tout de suite et après il y a, en vrai, tu m'as tout de suite dit: "Bah, je suis choquée, en fait, il y a quand même un truc qui sonne juste là-dedans". mmh, Donc du coup, j'ai besoin d'un peu de temps et ça, on s'est toujours, respecté là-dessus sur la forme de notre fonctionnement, quoi. Genre: «J'ai besoin de réfléchir un peu» ou «Là, j'ai besoin que tu arrêtes de me donner 12 000 idées» ou «Ah bah, moi, j'ai besoin que tu me dises exactement quoi faire et pour quelle date parce que sinon je vais pas réussir à le faire». Mais ce que je vois et qui est peut-être une leçon, enfin voilà, intéressante, ça on peut être ultra d'accord, sur les valeurs, sur là où on a envie d'aller, sur, nos clientes, heu et être ultra, attentive à comment fonctionne l'autre et cetera et ça marche quand même pas et il y a pas à chercher de grosses théories là-dessus et c'est comme un couple, en fait. Des fois, ça marche juste pas et les 2 personnes sont trop cool et trop chou, mais juste ça marche pas, en fait. bah, c'est clair. Bah, moi, c'est vrai que oui, quand tu m'as dit, il y avait quelque chose de qui sonnait juste. En fait, il y avait une forme de soulagement qui venait, qui montrait que c'était enfin, que oui, c'était juste pour moi aussi parce que, je pense que, enfin, moi qui aime bien faire des plans, en fait, c'est fatigant pour moi de revoir les plans régulièrement et je pense que ça m'a plus fatiguée que ce que j'avais écouté. En fait, c'est quand, il y a eu un côté, bon, il y a eu le choc, tout ça, mais parmi tout ça, il y a un truc qui est remonté du: «Eh, mais je pourrais me faire un calendrier 2022 et m'y tenir jusqu'au 31 décembre», tu vois? Quelque chose comme ça. Même si c'est pas vrai, il y a les événements de la vie, en fait. Mais c'est là que ça sonnait peut-être le «soulagement», en fait, entre guillemets, du coup, qui montrait que c'était juste et surtout et moi, du coup, je me dis: «Waouh, j'ai vachement appris, j'ai vachement grandi pendant cette association». C'est que de toute façon, même s'il y avait pas ce truc de: «Ah ouais, je me rends compte là, maintenant qu'il y avait cet endroit qui frottait un peu genre tu as des chaussures trop petites et tu t'en étais pas rendu compte tant que tu les enlèves pas et que tu fais: «Hey, mais je me sens mieux sans». Mais Mmh. il y a même s'il y avait pas ça, il y a le, bah, en fait, c'est pas juste pour moi de vouloir travailler avec quelqu'un qui ressent plus, l'envie, enfin en tout cas qui a ouais, qu'on va dire qui a plus envie de travailler avec moi. Il y a un truc de, bah, je sais pas, je vais pas, te courir après en disant: «Non, reste, on n'a pas essayé ça et si tu veux, on peut aller voir, je sais pas, on peut ch» non, c'est tout en fait, c'est juste pour moi et c'est aussi me respecter que de dire, Mmh. ben, cette personne veut plus de cette relation sous cette forme, mais je vais pas aller, faire je sais pas quoi qui serait de toute façon probablement m'aplatir ou, faire quelque chose qui soit pas moi, pour que la relation dure, en fait. Ouais, c'est tout, en fait et du coup, je me dis: «Eh, mais c'est pareil dans un couple et tout, c'est trop bien». J'ai encore appris un truc. Bah, moi, j'ai appris vraiment de fou, c'est je pense grâce à ça et parce que c'était un reliquat j'avais une vision de faire les choses sérieusement. Mmh. J'avais gardé et j'avais pas du tout vu que j'avais ça.
cette image de moi, comment je suis naturellement, c'est quand même pas très sérieux. Et je faisais souvent des blagues sur mon mode de fonctionnement et tout. Il y avait des indices qui montraient que je n'étais pas complètement sur le fait de travailler entre guillemets à l'arrache et tout ça. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui était vraiment mais profondément pas reconnu chez moi de mon mode de fonctionnement, qui fait que je valorisais énormément le tien. Et je me disais, mais c'est ça, je veux dire, une boîte qui grandit et qui devient plus sérieuse, c'est forcément ce truc que moi, j'ai pas et que donc je vais chercher à l'extérieur. Et comme toi, un des indices, et je m'en suis pas rendu compte non plus pendant pas mal de temps, hein, c'est que les 3 derniers mois de 2021, certes, les chiffres n'étaient pas comme on voulait, mais c'est vraiment pas une décision de chiffres. J'étais épuisée en fait, mais épuisée. Et je me suis dit: «Waouh, qu'est-ce qui se passe en fait? Où est-ce que je me suis pas écoutée au point d'arriver à ce niveau de fatigue?» parce que j'avais pas l'impression d'avoir forcé. Grâce à l'association, au contraire, je me payais mieux et je bossais moins en termes de nombre d'heures. Donc j'étais vraiment, comme un peu choquée de me dire, et après tu cherches toujours des raisons. «Ouais, ouais, mais tu as beaucoup voyagé, oui, mais du C'est coup, tu as fait des l'hiver. nouveaux trucs, c'est l'hiver, l'association c'est quand même fatigant, gna 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 gna». Certes, mais c'est quand même ça qui m'a mis la puce à l'oreille, plus en avant que, à partir du moment où on a décidé de s'associer et ça, c'est marrant. Quand on passait du temps ensemble professionnel, je ressentais très souvent cette fatigue, une très, très grande fatigue, comme tu dis, de suradaptation, en fait, Mmh. que je ressentais pas avant et que je ressens plus depuis qu'on a décidé de se désassocier et quand on papote, ça me fait plus, cet effet de: «Ah, ça me vide» et j'ai l'impression d'être chez Ikea. Bon, Ikea me fait cet effet. J'ai l'impression de me faire aspirer mon énergie vitale par les pieds. Ah ouais. Alors qu'IKEA, moi, ça me met en pleine forme, tu vois? Il y a vraiment un truc. Mais ça me vide pas, en tout cas. Ah, je déteste. Franchement, c'est la punition, ce truc avec son putain de parcours imposé là. Ah là là, j'en peux plus. Chercher les raccourcis, ça te prend encore plus de temps que de faire le parcours. Bref. Hem, du coup, il y avait un truc de fatigue, ouais, et comme tu dis, quand, pour raconter toute l'histoire, parce que c'est quand même assez étrange, je me sentais tellement fatiguée qu'à la fin de l'année, j'ai décidé de faire un truc que je n'avais jamais fait, parce que je suis tout le temps coachée, accompagnée. Donc du coup, je me disais: «Mais c'est trop bizarre parce qu'il y a un truc que je vois pas, c'est obligé». En coaching, il y avait des trucs artistiques qui sortaient pas mal, qu'il fallait faire plus de place à l'artistique et tout. Et je me dis: «Ah quand même, il y a un truc et tout». Et j'ai fait un truc que je n'avais jamais fait, je suis allée voir une voyante. C'était la première fois de ma vie et je m'attendais à rien de particulier. Je me disais juste: «Bon là, avec les informations que j'ai, je m'en sors pas et donc je vais chercher des informations complètement, irrationnelles d'ailleurs, comme j'aurais pu faire un tirage de cartes, mais quand je tire les cartes pour moi-même, ça fait moins cet effet extérieur aussi. Je vais aller chercher une information complètement extérieure et quoi qu'il arrive, de toute façon, ça va donner à mon mental ou ça va venir chercher quelque chose, ça va soit rassurer mon mental parce qu'elle va me dire, «C'est bon», je sais pas quoi. Je sais pas trop, avec le recul ce que je savais juste que j'avais besoin de quelque chose de vraiment différent pour aller, chercher ouais, quelque chose, à faire bouger ou en tout cas, j'avais besoin de quelque chose de différent. Je me souviens juste que je me disais ça, j'ai besoin de quelque chose de différent. J'allais pas voir une voyante pour me rassurer, ni pour vraiment qu'elle me donne mon avenir, juste je voulais une information, presque pour choquer le système un peu. Ça a bien marché, car elle m'a tout de suite dit: «Ah bah, par contre, votre association, ça va pas du tout le faire en fait, c'est pas possible, Elle m'a dit: «Il y a un truc qui va pas, marcher, heu, vous allez vous séparer, mais c'est pas grave, enfin voilà, juste, il y a un truc qui colle pas». Et j'étais hyper emmerdée parce qu'on venait de se faire une réunion toutes les 2 et d'en parler. J'étais là: «Putain, j'ai pas envie de mettre Cécile en stress juste avant Noël». Donc je t'avais dit ce qu'elle m'a dit aussi d'ailleurs, mais j'avais fait une version un peu édulcorée, genre, elle a dit que, ça irait, ensemble ou séparément, mais d'ici l'été, que ça serait un peu dur jusqu'à l'été. Parce que je voulais pas stresser en fait sans contexte et tout, juste avant Noël, alors qu'on venait de se faire une réunion et de se dire: «Bon, bah, on va essayer de fonctionner différemment». On fait ce truc de couple qui essaye de remettre, «Si, je t'assure, on va faire des dates tous les mercredis et tu vas voir, on va retrouver la passion». Et puis j'ai laissé aussi mûrir de mon côté parce que c'était frais. Je voulais ni pas te dire et ni en même temps, t'imposer un truc dont je savais pas quoi faire moi non plus. Et je me suis donné les 15 jours de Noël, des fêtes
pour laisser atterrir le fait que, en fait, je me sentais soulagée qu'elle ait dit ça. Derrière le «Waouh, quoi? C'était pas ça mon plan de départ, j'avais prévu que ça fonctionne et je me sens trop coupable», je sais pas quoi, mais assez rapidement après, il y a eu, «Bah, ouais, mais ça sonne quand même juste et il y a un truc qui est soulagé chez moi», et du coup, c'était à ce moment-là, on en parlait aussi avant de mettre l'enregistrement. Il y a vraiment un truc chez moi qui ça m'a permis de comprendre autour de la justification. Il y a pas besoin de se justifier, en fait. Il y a vraiment Si tu sors de l'idée de faire des bonnes et des mauvaises décisions, il y a juste la décision qui est juste à un moment. Est-ce que c'est la bonne? On s'en fout complètement, en fait. Et c'est plus d'honorer ce qui est juste à un instant du temps et d'être capable d'écouter ça, même si ça paraît, fou et irrationnel ou je sais pas quoi. Parce que derrière, si c'est plus juste ou si ça bouge dans le temps, tu es entraîné à écouter ce qui est juste pour toi et donc petit à petit à recalibrer et à être de plus en plus fluide avec ça, plutôt qu'à faire, ce qu'on a finalement fait toutes les 2 d'une certaine façon, qui est, s'accrocher à une idée de ce que ça doit être et de ce que ça doit donner comme résultat Mmh. et du coup plus être à l'écoute de la fatigue, des signaux, de à quel point c'est chiant de devoir, casser ses plans quand on aime avoir des plans et s'y tenir et que c'est comme ça qu'on marche bien. Et pour moi, casser sa spontanéité et essayer de faire rentrer de la spontanéité dans des plans alors que c'est de la spontanéité et justement un côté imprévisible qui a bien marché jusqu'à maintenant. Mmh, carrément. Moi, ce que j'en retiens pour, en mode, conse conseil, enfin, un truc point de vigilance, c'est que voilà, pour des personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, c'est que je pense vraiment que cette complémentarité enfin, hier, je faisais un retour sur, des profils talents des clientes du dernier club, enfin, de la dernière promo du club des apprentis aventurières et enfin, c'était vraiment très clair. Je leur disais: «C'est très chouette de trouver un binôme qui fonctionne pas comme soi pour avoir un regard extérieur» et je vois que ça fonctionnait bien aussi, heu, sur les trucs, sur le faire, en fait, sur la production, on va dire. Sur quand on doit mettre, sa casquette de: «Allez, on y va, on se retrousse les manches», on fait des trucs. Hem, ouais, c'était, enfin, je vois par exemple quand, on a créé le bootcamp, il y avait quelque chose des idées complémentaires, et qui font que c'est une chouette offre. Par contre, quand on est sur la stratégie et les grandes décisions de direction pour l'entreprise, bah, à 2 c'est compliqué quand tu as pas du tout la même façon de voir les choses, en fait. Mmh. C'est plus ça. Donc trouver quelqu'un qui est complémentaire, mais prendre des décisions avec quelqu'un qui est complémentaire, bah, en fait, je sais même pas si en ayant le même profil, la même façon de voir les choses, c'est de toute façon compliqué de prendre des décisions à 2 parce que si on fonctionne pareil, ça veut pas dire qu'on est toujours d'accord sur tout. Mais il y a peut-être des endroits où ça va moins puiser de l'énergie, en fait, Mmh. probablement. Je fais cette hypothèse, voilà. Donc mais par contre, je vois que c'est vraiment très chouette au quotidien enfin ouais, sur le côté prod et dans les échanges et pour tout le reste, d'avoir quelqu'un de complémentaire parce que ça fait des: «Ah ouais, mais j'aurais pas vu ça comme ça» ou même après sur du concret sur, «Bon alors moi je m'occupe de la technique et toi tu rédiges la page de vente». Carrément. Ça, c'était très chouette. Ça, je vais regretter. Ouais, moi aussi, grave. Déjà, là, je dois faire une nouvelle page de vente et je suis là: «Putain, merde, ça aurait été Cécile qui aurait fait toute la structure et tout, ça aurait été tellement bien, j'aurais juste eu à écrire C'est et ça. chercher des photos de chats avec des papillons sur le nez, c'était bien». C'est clair. Et ça, c'est pour ça que pour moi, il y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Je peux entendre dans ma tête la voix de notre coach business, qui dit oui, qui dirait peut-être, j'en sais rien moi: «Oui, mais non, mais parce que du coup, vous avez pas essayé telle organisation» ou «C'est normal d'en être là» et cetera. Et d'ailleurs, on a réussi à se dire on se désassociait quand on a coupé nos sources d'influence Source d'infos extérieures extérieure. Mmh mh. qui pouvaient remettre de l'huile dans la machine suffisamment longtemps pour continuer à souffrir encore un petit peu plus, Mmh. Clairement. et je crois qu'il y a un côté à enfin moi, c'est un des grands trucs que j'ai appris cette année et que je je sens tellement de reconnaissance envers toi et envers cette association parce que ça m'a permis d'aller jusque-là, de comprendre que, ta façon de fonctionner, c'est ta façon de fonctionner. En fait, il y a pas à si ça ne marche pas pour toi,
ça marche pas tout court, en fait. Il y a pas à corriger des trucs ou à transformer des trucs ou à faire, avec 4 bouts de ficelle, je sais pas quoi. Si ça marche pas, en fait. Et alors après, il y a des contextes dans lesquels tu as des options pour, tu vois, si ça marche pas avec tes enfants, par exemple, c'est différent. Je peux pas leur dire: «Écoutez les enfants, je pense qu'il est temps qu'on se sépare parce qu'en fait, ça marche pas du tout pour moi cette histoire de parentalité, donc je vous quitte». Heu et encore, enfin Mais voilà, en vrai, tu as le choix. Après, il faut en assumer. vrai, tu as toujours le choix. Heu, mais il y a déjà juste à accepter d'écouter quand ça marche pas, en fait. Et de pas, se dire, parce que là, je sais que je pourrais avoir une casquette de, entrepreneur modèle et dire, «Oui, mais non, il y avait des choses à faire, il y avait des façons», de du coup, de remettre, par exemple, plus de hiérarchie et de dire qu'il y en a qu'une seule qui prend la décision et que l'autre, elle se met au service de cette direction-là et cetera. Mais la réalité, c'est que ça aussi, c'est lourdingue, par exemple, pour moi, hem et que c'est OK d'être, tout est OK, en fait. C'est OK de préférer être seul qu'à plusieurs, c'est OK de préférer faire, que, du coaching et des trucs spontanés et c'est OK de préférer faire des trucs, structurés, prévus en avance et d'avoir de l'anticipation sur ce qui se passe dans son business. Tout a des avantages et des inconvénients, heu, mais c'est pour moi la grosse leçon, c'est, en fait, j'ai pas besoin de me justifier ou d'adopter le regard des autres, d'adopter tous les points de vue en même temps, de me dire: «Oui, mais si on le regarde sous cet angle, on pourrait penser que, mais si on le regarde sous cet angle, on va trouver que». Il y a juste à un moment, il y a, bah, là, en ce moment, c'est pas juste pour moi et c'est tout, quoi. Et c'est hyper puissant de pouvoir se connecter à ça, qui n'a rien à voir avec le fait d'imposer aux autres ce qu'on veut, qui est juste d'être suffisamment honnête avec soi-même pour reconnaître ce qui est là et pour pouvoir le nommer et arrêter de justifier ou d'essayer de manipuler tout le monde pour que les gens soient d'accord avec soi. Et juste de dire: «Bah, je peux imaginer que c'est mieux pour d'autres de s'associer, que c'est mieux pour d'autres de faire un business comme ci, comme ça». Peut-être ce sera même vrai pour moi dans 3 ans, j'en sais rien. Mais là, aujourd'hui, tout de suite, maintenant, ça, c'est pas juste et je suis capable de l'écouter et de le dire, en fait. Et pour moi, ça a mis de la pression sur mon système, notre fonctionnement et encore plus parce que c'était logique et stratégique et cohérent de faire ça. Le fait que ça marche pas dans un truc logique et cohérent, ça me fait énormément de bien pour jeter encore plus d'idées reçues et de soi-disant, bonnes idées, à la poubelle, de revenir à juste du simple, qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant, quoi. Ouais, carrément, carrément. Moi, j'avoue que j'ai moins l'impression, parce que il est de bon ton dans l'entrepreneuriat d'être stratégique et structuré. Et du coup, Ouais. il y a, il y a moins ça. Mais je vois aussi, en fait, qu'il y a des endroits où, du coup, je me jugeais, où je peux encore mettre du jugement et où ça m'a permis de dédramatiser ça. C'est plus le côté, ce que je disais sur la profondeur ou sur... moi, les infos que je partage à mes clients, ils sont très terre à terre et c'est un peu... enfin, c'est pas très intéressant, c'est pas très profond, c'est pas... Et en fait, c'est OK, en même temps, c'est le genre d'infos que j'adore transmettre, quoi, et dont on a besoin. De toute façon, à un moment donné, il faut du concret dans la vie, sinon on vit dans sa tête, mais ça ne marche pas. Mais pour passer à l'action, il faut du concret. Mais ouais, je vois qu'il peut encore y avoir, mais c'est pas étonnant. C'est la partie de... Quand on faisait les profils talents, c'est la partie où j'ai le plus de mal à accepter, où je me dis: «Oh, ça serait tellement bien d'être plutôt dans les idées, les choses, concevoir, machin et tout, ou d'être un artiste et tout ça». Sauf que moi, en fait, mon truc, c'est les mains dans le cambouis, quoi. Donc... et en vrai, quand j'accepte que c'est ça, non seulement je suis bonne à ça, mais c'est plaisant. Si j'enlève le jugement, mais je kiffe, en fait. Donc, pourquoi mettre du jugement et de la comparaison, et c'est très cool. Donc moi, ça m'a aussi permis de voir ça, en fait. Les Mmh. limites enfin, les limites et les joies de mon profil, Mmh. voilà, Mmh. de mon fonctionnement. Est-ce qu'on passerait pas à la question qui tue, parce qu'on a parlé beaucoup? Si, c'est exactement ce que j'allais dire. Passons à la question qui tue. Alors, du coup, la question qui tue, l'orgeto.
Ce Oui, serait Cécile quoi tes critères Bayard. de succès? Imagine, c'est le jour de ta mort dans très très longtemps. Qu'est-ce qui te fait dire que tu as réussi ta vie? Bah, je vais te dire exactement ce que je suis en train de vivre en ce moment. C'est-à-dire que, peu importe ce qui se passe, en ce moment, je suis dans une phase plutôt de deuil et de rupture, en apparence en tout cas, parce que je vois que je me dis: «Deuil et rupture», mais je pète la forme de ouf. Mais, donc je suis dans une phase de deuil et de rupture et j'imagine la fin de ma vie, si je suis très vieille ou peut-être pas du tout. Je je regarde à l'intérieur de moi et je vois que du plein et je vois pas de vide. C'est un peu bizarre comme formulation, mais je ne saurais pas expliquer autrement. Quand je regarde à l'intérieur, bah, par exemple, cette association s'arrête et je sens, mais c'est hyper, hyper chaleureux, hyper beau, hyper lumineux à l'intérieur d'avoir été associée pendant, 1 an et collaboré pendant 18 mois. J'ai que du beau par rapport à ça, même si, comme on l'a dit, il y avait plein de trucs qui, voilà, qui étaient déconnants et qui font que ça s'arrête, mais j'ai que du beau à l'intérieur de moi. Je me sens pleine de cette expérience et je suis aussi pleine de la décision de partir et d'arrêter. Et en ce moment, j'ai perdu une amie récemment qui est décédée, je me sépare aussi, de mon mec et tout ça pourrait être ultra dramatique et en fait, quand je regarde à l'intérieur, je trouve que du plein. Je me sens tellement remplie de toutes ces expériences et parce que j'ai, du coup, réussi et fait ce travail à enlever plein de jugements, il reste pas de jugement, il reste que de la beauté, en fait, de ce qui a été vécu et du coup, c'est pour moi, je pense que c'est vraiment ça. Si à la fin de ma vie, je suis là et que je vois au moment de partir, tout est plein à l'intérieur de moi, quoi. Je suis remplie de tout ce qui s'est passé et ça s'arrête pas. Peu importe, en fait, je suis curieuse de ce qui se passe, bah, ce serait ça mon critère de succès, ouais. Yes. Trop bien. Et toi? Ah, moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Et en fait, ce matin, je me disais, la question qui tue, qu'est-ce que tu y réponds? Et en fait, ce qui est venu, donc j'ai fait mon introverti, j'y ai pensé avant pour être sûre de bien réfléchir. Peut-être que dans très très longtemps, je sais pas, on va dire dans un peu plus de 50 ans, dans 60 ans, quand je mourrai, j'aurais tellement changé que je te dirais que le critère de succès, c'est que mes enfants ne m'aient pas mis dans une vieille maison de retraite pourrie et que je peux encore manger des caramels. J'en sais rien en fait, tu vois. Mais avec ce que je sais aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment ce truc de... Enfin, il y a deux trucs. C'est je voudrais ne... Ouais, ne pas avoir de regrets, un truc de ne pas avoir de regrets. Et ça ne veut pas dire avoir fait me retourner sur ma vie, dire, ah, j'ai toujours pris les bonnes décisions, mais me dire que j'ai toujours pris des décisions qui venaient de l'intérieur et qui n'étaient pas, enfin toujours, au plus possible. En fait, je vois où les regrets que j'ai actuellement sur 2-3 trucs de ma vie, c'est là où j'ai pris des décisions. C'est la peur ou le jugement, mais essentiellement la peur qui a mené qui a fait la décision en fait. Et du coup, je pense que je pourrais me dire que ma vie était un succès si j'ai toujours été dans d'en prendre des décisions de l'intérieur et pas parce qu'il y a la petite voix qui dit: «Oh là là, attention, danger!» ou je sais pas quoi. Quelles que soient finalement les conséquences après, c'est pas juger après coup, c'est juger sur l'instant. Et la deuxième chose, c'est si j'ai kiffé en fait, ce que j'entends par là, parce que je disais si j'ai kiffé, c'est un peu facile, c'est genre si j'ai kiffé tous les moments de ma vie. Euh, c'est si j'ai vraiment réussi un truc qui était assez dur pour moi, c'est être dans le présent et dans le moment, dans mon corps. Tu vois, si j'ai vraiment bah, ça veut pas dire fait 10 000 câlins à mes enfants, mais que quand j'ai fait des câlins à mes enfants, j'étais là. Si j'ai vraiment profité de ces moments où tu te sens vivre, en fait, où tu n'es pas dans ta tête ou dans les plans du futur, justement, ce qui est souvent le cas quand on est une personne très structurée, mais où j'ai profité de ces moments voilà, de me dire waouh, tous ces super beaux couchers de soleil que j'ai vraiment vus, tous ces super musiques sur lesquelles que j'ai vraiment adoré, tous ces câlins que j'ai fait à mes enfants, tous ces orgasmes que j'ai eus, enfin tous ces trucs, tous ces bons tisanes chaudes devant un feu de cheminée et avec mon petit chat sur les genoux, tous les trucs simples d'être là maintenant et de prendre du plaisir là maintenant en fait. Voilà.
c'est mes 2 points, mes 2 critères de succès. Donc j'attends la mort maintenant avec une feuille. Avec une note sur 20. Kiff. Ouais, pas mal. Mais ça me parle ce deuxième truc, en tout cas je me disais, il y a ce truc de plein et il y a aussi et là, je sais que, en tout cas, j'y suis pas, je sais pas si j'y suis pas encore, mais je vois que c'est un truc qui m'intrigue c'est ce sentiment de joie d'être là, en fait. Et ça, c'est vraiment cool. Ben ouais. Et je sais que voilà, je suis pas une moine bouddhiste. C'est pas quelque chose de Mm. simple. Enfin, et puis j'ai essayé de méditer, mais ça ne fonctionne pas très bien. Par contre, le petit chat sur les genoux, par exemple, fonctionne très bien pour moi. Pour me Ben réancrer voilà. dans je suis là et je suis vivante et c'est cool. Mais j'ai aussi complètement conscience que à 98 ans, je pourrais pas dire, même en ayant fait plein de travail sur moi, que j'ai été dans l'instant présent continu, c'est faux. Mais si j'ai bien profité de chouettes moments, c'est déjà ça, quoi. Enfin, il y a un truc de... Tu peux pas être... en vrai, tu es un humain, tu peux pas être toujours dans l'instant présent. Enfin, il y en a peut-être qui arrivent, mais ce n'est pas mon projet de vie. Voilà. En tout cas, Yes, mais trop ouais, bien. voilà. Merci. Merci. Et puis, Du coup, on peut nous retrouver séparément bientôt sur lesaventurières.com et Blog by Yourself, blogbyyourself.com aussi. pour l'instant. D'autres viendront peut-être. Enfin, Blog by Yourself va changer de nom, c'est sûr, mais je ne sais pas encore quoi. Donc, pour l'instant, Blog by Yourself, c'est bien. Au pire, il y aura une Ok. redirection. Voilà. Donc, vous ne perdrez Yes. pas si facilement de vue. Et ben, merci d'avoir regardé ce dernier épisode de Dans les coulisses. Et Absolument. puis, à bientôt ici, ailleurs, quelque part. Oh. Salut! Yep.